Éric Coquerel, député de la France Insoumise, ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de critiquer Emmanuel Macron et sa politique. Avec passion, il dénonce ce qu'il voit comme une dérive néolibérale sous la présidence de Macron, accusant ce dernier de favoriser les intérêts des grandes entreprises et des plus fortunés, tout en négligeant les classes populaires et l'égalité sociale. Les réformes de Macron, notamment sur les retraites et le droit du travail, sont, selon Coquerel, de véritables assauts contre les acquis sociaux et les droits des travailleurs. Pour lui, la politique de Macron ne fait qu'accentuer les inégalités et fragiliser les services publics. Mais Coquerel ne se contente pas de critiquer, il appelle à une transformation radicale de la politique économique et sociale pour instaurer une véritable justice sociale et bâtir une économie au service de tous. Hier soir, vous avez décidé d'autoriser l'examen d'une proposition de loi qui reviendrait sur la réforme des retraites. Ça commence à 9h30 aujourd'hui, ça sera examiné en commission. Toute la Macronie est vent debout contre vous désormais. Ils vont même jusqu'à menacer votre poste. On va y revenir, mais d'abord sur le fond. Pourquoi avez-vous accepté cet examen qui revient sur une loi qui, on peut contester la manière dont elle a été adoptée, mais a été promulguée? Au nom de la jurisprudence, de l'initiative parlementaire et puis du fait que cette loi est égagée. Je vous explique rapidement deux choses. À l'Assemblée nationale, il y a deux types de lois qui arrivent. Les projets de loi, c'est les plus fréquents, qui viennent du gouvernement. Et puis, il y a les propositions de loi qui viennent des parlementaires. Et notamment, une fois par an, seulement une fois par an, ces propositions de loi peuvent venir de groupes d'opposition. Ça s'appelle des niches parlementaires. C'est la fameuse niche le 8 juin du groupe Lyotte. Bien. Le groupe Lyotte, c'est ce groupe notamment de Charles de Courson, voilà, qui avait porté un rejet de cette réforme et qui désormais la font revenir donc un peu par la fenêtre. Voilà, bien. Donc c'est un droit qui, j'allais dire, c'est le seul moment où les parlementaires peuvent, et notamment l'opposition, peut présenter des choses à l'Assemblée et débattre. Et du coup, depuis 2009, il y a une révision constitutionnelle en 2009 assez importante qui fait notamment que c'est le président de la Commission des finances qui décide de l'article 40. Voilà, Éric Coquerel. Avant c'était la majorité via le bureau de la Commission, maintenant ça a changé. Eh bien, depuis 2009, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une jurisprudence de plus en plus établie, elle s'est progressivement établie dans le temps, qui veut que quand vous avez une proposition de loi qui arrive, où manifestement la dépense, le gage, qu'on appelle le gage, a été repéré par les auteurs et qu'un gage de charge est prévu, là en l'occurrence on va y venir, c'est un gage traditionnel qu'on utilise, qui est le gage sur les tabacs, eh bien l'article 40 est appliqué de manière souple. Alors il est appliqué une première fois, ça se sait peu, mais dès le moment où la loi est déposée, le bureau de l'Assemblée nationale, où la majorité est majoritaire, qui est présidé... En fait, il y a deux filtres en quelque sorte. Voilà, il y a deux filtres. Le premier filtre la valide toujours, alors même que le règlement lui demande de le valider au nom déjà de ce fameux article 40. Donc le premier filtre était passé. C'est bon, le feu vert a été donné. Et après... Restait votre feu à vous. Mais reste mon filtre à moi si des gens estiment devoir me saisir. C'est pas du tout obligatoire. Saisi par la majorité, j'ai été saisi. Comble. Or, figurez-vous, la majorité me saisit et depuis 2016, on constate que ça s'est tellement perdu dans le temps qu'il n'y a plus aucune majorité qu'à saisir le président de la Commission des finances. Alors vous me direz, peut-être qu'il n'y a pas de proposition de loi qui crée une charge. Si, justement, il y a eu beaucoup de propositions de loi qui ont créé des charges. Rien que depuis le début de cette mandature, il y a 6 propositions de loi qui ont créé des charges, parfois de centaines de millions, voire de plusieurs milliards, et qui étaient assis sur le même gage, le fameux, le même gage, le tabac. Et pour autant, personne n'a trouvé rien à y redire depuis 2016. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la volonté de me saisir pour essayer de censurer et de faire en sorte que cette proposition de loi n'arrive pas en débat, c'est une volonté politique et partisane des membres de la majorité, pire du gouvernement qui se mêle, à mon avis, de quelque chose qui ne le regarde pas, c'est-à-dire le travail parlementaire, c'est comme la séparation des pouvoirs dans ce pays, et qui décide de me saisir pour que ce texte n'arrive pas à l'Assemblée. Et s'il le fait, je termine là-dessus, s'il le fait, c'est pas, j'allais dire par principe, pour vérifier que c'est bien légitime, c'est juste pour que ça soit pas soumis au vote parce qu'ils se savent minoritaires. Et donc, pour vous, ils ont peur de ce vote. Ils redoutent ce vote. Vous avez bien vu que les ministres disent un peu partout qu'il est hors de question que l'Assemblée revote là-dessus parce qu'ils sont minoritaires. C'est toujours la peur qu'ils ont. Bon, depuis longtemps, ils ont utilisé le 49.3, ils ont utilisé la procédure du 47.1, à mon avis, qui n'était absolument pas adapté à passer un projet de loi. Cette mesure qui permettait des débats accélérés. Accélérés, voire pas de vote. Bon, ils ont fait ça et là maintenant ils utilisent à chaque fois les règles, les lois pour essayer de s'arranger avec le fait qu'ils sont pas majoritaires. Mais Éric Coquerel, l'argument que vous utilisez contre eux, tout ça est un peu technique, mais en même temps c'est important aussi de rentrer vraiment dans le fond des armes juridiques, constitutionnelles que vous avez les uns comme les autres.
la majorité, par la voix de Yael Braun-Pivet, par la voix d'Elisabeth Borne, disent que vous ne jouez pas votre rôle, disent même que vous faites de la politique. Est-ce que vous faites de la politique ou est-ce que vous faites du droit? Vous avez compris que moi je leur renvoie l'appareil. Exactement, c'est pour ça qu'en fait, vous dites un peu c'est lui qui a commencé, mais non, c'est lui. Moi, depuis hier, il y a une chose que je constate, c'est que j'ai donné un avis, j'ai fait une conférence de presse qui était même un peu rébarbative, mais je l'ai fait un peu volontairement pour montrer que je m'appuyais sur des arguments juridiques. Vos arguments il y a juridiques. 6 pages d'arguments juridiques et j'ai en face de moi des espèces d'arguments il n'y a pas. Voilà, alors Yael Braun-Pivet, elle dit de vous, c'est un multirécidiviste de la posture anticonstitutionnelle, alors qu'il a un rôle institutionnel à tenir. Sous-entendu, vous n'êtes pas à la hauteur de votre rôle. Bah écoutez, je trouve que c'est un peu dommage que la présidente de l'Assemblée ait ces mots-là. J'avais pas eu cette déclaration jusqu'à maintenant. Elle a été quand même mesurée et elle a fait bien. C'est des mots qu'elle aurait tenus. C'est le journal Le Figaro ce matin qui explique qu'elle a tenu ces mots devant le groupe majoritaire. Le Figaro qui précise également qu'elle a menacé de vous faire tomber. Elle a dit tout est possible et elle a précisé que votre poste serait de toute façon remis en jeu en septembre. Mais de toute façon, en octobre, normalement, il peut y avoir des élections. Il y en a quasiment jamais. C'est-à-dire qu'il est implicite. Moi, j'ai jamais voté pour la reconduction d'Éric Woerth. Ça se passe de manière implicite. Est-ce que quelqu'un est opposé? Éric Woerth qui était votre prédécesseur à la présidence de la Commission. La majorité ne supporte plus, en réalité, aucune contradiction, aucune opposition, ne supporte plus aucun contre-pouvoir. Parce que si le président de la Commission des Finances est de l'opposition, si le législateur l'a voulu, c'est pour instituer un contre-pouvoir sur le contrôle financier. Et par exemple, donc c'était plutôt une démarche que vous soulignez en disant justement ça permettait la présidence de la Commission des Finances est traditionnellement donnée à l'opposition. Mais ça date de 2009. Donc vous voyez que ça remonte. Bon. Si ce pouvoir, cette majorité, parce qu'en réalité elle est minoritaire, ne supporte plus les contradictions de la LDH, ne supporte plus les contradictions de Justine Triet, ne supporte plus les contradictions. Alors attendez, on va s'arrêter 2 secondes. La LDH c'est la Ligue des droits de l'homme, Justine Triet c'est ne supporte plus les contradictions de la présidente de la Commission qui par essence est dans l'opposition, donc n'obéit pas au moindre coup de sifflet de la majorité quand il lui intime l'ordre sans aucun argument de déclarer irrecevable une proposition de loi sur lequel lui il a beaucoup d'arguments pour montrer qu'il est recevable. Et j'ai vu qu'hier Anne-Charlène Bézina, qui est une constitutionnaliste, a commencé à me donner raison. Vous allez voir que d'autres vont le faire. Je pense que on a un problème. Et je pense que ce problème, il a un nom. On a un problème vis-à-vis de la démocratie parlementaire avec ce qu'est en train de faire la Macronie. Parce que minoritaire, elle va chercher dans les règlements les lois. Alors parfois à la limite de la légalité, ce qui lui permet de passer des textes sans vote. Et ben moi, ça me rassure pas. Je connais pas beaucoup de démocraties parlementaires dans le monde qui ont comme ça l'utilisation du 49.3, l'utilisation du 44.3, maintenant l'utilisation de l'article 40, ce qui pose d'ailleurs à mon avis aussi un problème du régime qui le permet, c'est-à-dire celui de la Ve République. Alors évidemment, vous faites partie de la France Insoumise qui prône une 6e République. Éric Coquerel, si on déroule le fil des prochains jours, aujourd'hui, il y a donc ce texte qui sera examiné en commission. La majorité espère que le texte saute, qu'il n'aille pas jusqu'à le 8 juin prochain, l'hémicycle et ce débat et donc ce vote. Est-ce qu'ils ont encore des armes juridiques pour empêcher ce texte d'aller jusqu'au bout la semaine prochaine? Apparemment, ils en ont une qui est une zone grise, là aussi, qui n'aurait jamais été faite. C'est si ce matin, par exemple, il y a ce qu'on appelle un amendement de suppression qui est voté ce matin en commission des affaires sociales, qui examine d'abord cette proposition de loi. S'il y a un amendement de suppression qui est voté, faut-il encore qu'il soit voté, inévitablement le groupe Lyot va vouloir le rétablir sur le texte initial. Moi, je vais le déclarer recevable en lien avec mon premier choix. Et à ce moment-là, parce que c'est un amendement, la présidente de l'Assemblée peut décider qu'il est irrecevable. En fait, elle peut faire sauter un amendement alors qu'elle pouvait pas faire sauter une proposition de loi. Tenez-vous bien, donc elle change la structure. Tenez-vous bien, ça serait inédit. Ça n'est jamais arrivé. Et pourquoi ça n'est jamais arrivé? Parce qu'il y a une règle communément admise qui fait que on ne revient pas sur une décision à partir du moment où ça restaure le texte initial. Et en plus de ça, en faisant ça, Yael Braun-Pivet se mêlerait en réalité d'un article, qui est le fameux 89.4, qui me donne la prérogative sur le fait de décider ou non de la recevabilité de la proposition de loi. Finalement, elle finirait par faire ce qu'elle a refusé au début. Parce que vous me parlez de Yael Braun-Pivet, j'étais un peu étonné sur sa déclaration. Présidente de l'Assemblée. Parce qu'elle aussi a subi des pressions importantes, et même des pressions de l'exécutif, ce que je trouve absolument sidérant, lui intimant l'ordre de réunir le bureau le bureau de l'Assemblée qui avait donné le premier feu vert pour se déjuger, ce qu'elle a refusé. Bon, très franchement, moi je l'interroge aujourd'hui, malgré les déclarations que vous me mettez, c'est pas très agréable, notamment parce qu'elle n'a pas le pouvoir de décider, par exemple, de me remplacer à la présidence de la commission des finances. Ça se passe pas comme ça, c'est l'opposition qui décide, puisque c'est élu par l'opposition, donc il faudrait qu'il y ait une opposition majoritaire qui décide de me remplacer, ce qui à mon avis n'est pas fait. La présidente de la commission de l'Assemblée, moi je pense qu'elle a eu aussi une pression et qu'elle continue à avoir une pression pour arriver à trouver les moyens que ce texte n'arrive pas au vote. De qui la pression? De la majorité. On sait qu'il y a eu il y a 2 semaines. Attendez,
C'est elle, Bah, le oui. président de l'Assemblée. Vous savez très bien qu'il y a aussi des désaccords dans cette majorité. Tout le monde, j'allais dire, Mais ne alors, présente pas. qui met la Notamment, pression Madame Borne a fait, manifestement, il y a eu une réunion il y a 2 semaines à Matignon avec Madame Borne, avec Madame Aurore Berger, avec les présidents de groupe, avec le rapporteur général, avec Yael Braun-Pivet pour lui intimer l'ordre de faire ça. Laurent Berger, Laurent Berger ici même à ce micro, parce qu'il y a aussi le combat syndical. Laurent Berger disait que lorsqu'il a enfin rencontré Elisabeth Borne à Matignon, l'un des points qu'il voulait aborder avec elle, c'était de lui dire, par pitié, laissez ce vote exister, laissez ce moment vivre. Et quelques heures après cette réunion, Elisabeth Borne a en effet déclaré sur le perron de Matignon que cette proposition de loi, elle estimait qu'elle n'était pas recevable. Ils ont donc encore quelques outils, même si vous dites que c'est une zone grise. Yael Braun-Pivet, encore une fois, a dit qu'elle prendrait, je cite, ses responsabilités pour permettre que ce texte ne soit pas examiné. Mais si on est tout à fait honnête, et pour l'instant vous avez l'air de vouloir avoir des arguments très juridiques justement, vous le savez, même si ça passait dans l'hémicycle, ça passerait pas le Conseil constitutionnel. Attendez. Donc en fait, non, tout c'est ça, pas le Conseil constitutionnel. Pourquoi ça passerait pas le Conseil constitutionnel? ça passerait pas au Sénat, ça serait pas. Le cheminement de toute façon. Mais si c'était aussi, c'est presque pour du beurre. D'accord. Alors si c'était pour du beurre, expliquez-moi pourquoi la majorité mettrait autant d'énergie à faire en sorte que pour la première fois, elle empêche un texte d'aller, une proposition de loi. Peut-être parce que ce serait un camouflet de se retrouver en minorité, mais sur le fond, il n'y a pas grand-chose à craindre. Ça serait pas seulement un camouflet. Ça serait le fait que c'est la démonstration qu'à l'Assemblée nationale, il n'avait pas de majorité pour faire passer ce texte. Et moi, dans cette histoire, vous savez ce que je défends? Je défends la démocratie parlementaire. J'y reviens. C'est un problème de fond. D'accord? J'entends depuis hier que je serais quelque part un dynamiteur des institutions. Eh bien, moi, je suis pour faire en sorte que la démocratie parlementaire vive parce qu'elle est plus importante que la majorité actuelle qui lui donne des coups incessants. Et ce dernier coup l'est. Donc s'ils n'ont pas peur d'aller au vote, si c'est finalement quelque chose qui compte pour du beurre, etc., ce qu'ils vendent un peu partout, etc., eh bien qu'ils aillent au vote. Là, on verra bien. Moi, je vais vous dire pourquoi ils auront peur. C'est que à partir du moment où à l'Assemblée, ce texte est minoritaire, il y a un regain de mobilisation sociale pour faire en sorte que ce texte ne soit pas appliqué, parce que les décrets d'application de ce texte, eux, ne sont toujours pas faits. Ça remobiliserait. Quand vous dites les textes d'application ne sont pas encore publiés, ça veut dire il reste encore la possibilité peut-être de ne pas les avoir, de ne pas avoir l'application. Entre-temps, donc il y a le 8 juin à l'Assemblée, mais le 6 juin, 2 jours avant, il y a un appel à la mobilisation et aux manifestations, à la fois de la part d'une partie de la gauche, mais aussi des syndicats. C'est pas très bien parti. Alors, il y a, juste pour l'information, on fait déjà aussi un rassemblement du PES tout à l'heure à 13h Invalide pour soutenir ce qui va se passer. Allez-y, faites votre petite pub, vous pouvez lancer un flyer. Non, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Et le 6, pourquoi c'est pas bien parti? On sent bien et d'ailleurs les syndicats eux-mêmes le redoutent, disent le redouter, c'est difficile. Et d'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit à l'instant, Éric Coquerel, quand vous dites ce que redoute la majorité, c'est que avec ce vote le 8 juin, ça redonne ça remet un peu de charbon dans la mobilisation, que ça redonne des ailes à la mobilisation, que ça remotive les troupes. Le 6 juin, 2 jours avant, ça va être plus difficile. On verra bien, on se fera peur après si c'est le cas. Moi, pour l'instant, toutes les mobilisations qui ont eu lieu, elles ont été des succès, avec des degrés un peu différents, mais elles ont été massives, j'allais dire, par rapport à d'autres manifestations le passé. Moi, je suis sûr que le 6 juin, il va y avoir beaucoup de monde dans la rue, parce que cette réforme, elle est toujours pas acceptée par les Français. Et ils ont raison, parce que non seulement elle est injuste, non seulement elle les force à travailler 2 ans de plus, mais en plus, elle règle absolument pas les problèmes. Vous savez, je reviens sur un des points. J'ai dit tout à l'heure que un texte devait être gagé pour pouvoir être admis, pour pouvoir qu'il y ait une application souple. Ce texte est gagé sur ce qu'on appelle la taxe tabac, c'est une tradition, et puis après, le gouvernement peut juger qui la remplace. En gros, il est financé. Voilà, en gros, ça rapporte 14 milliards par an. Et puis, on a un gouvernement qui nous dit depuis quelque temps, mais comment, en réalité, c'est un coût pour l'État de 15, 18, 20 milliards, 22, enfin, n'importe quel chiffre est avancé. La Cour des comptes vient de publier un rapport qui nous explique que jusqu'à fin 2024, cette réforme va coûter de l'argent. Et qu'après, en 2030, au mieux, elle va rapporter 7 milliards d'économies nettes. La conclusion de la Cour des comptes, c'est que ça risque de pas suffire. Voilà, il risque d'y avoir toujours des problèmes. Et donc, on a d'un côté un gouvernement qui pourrait très bien nous dire, faut continuer comme ça. Moi, je dis, il faut trouver des recettes, notamment, par exemple, assises sur les revenus du capital. C'est pas juste un argument ou un prétexte, cette histoire de taxe tabac. C'est une option. Non, mais c'est une option, plus le fait que les initiateurs de la loi, quand même, ont prévu une conférence de financement qui, à mon avis, serait plus réaliste au bout d'un an pour justement permettre de financer réellement et d'aller chercher de nouvelles recettes. Nous, on propose qu'il y ait moins d'exonération aujourd'hui que des cotisations qui sont faites. On propose d'aller assujettir les revenus du capital ou même cotisations
cotisations que les revenus du travail. Et là, on aurait réellement suffisamment de recettes pour équilibrer, même revenir à la retraite à 60 ans. Éric Coquerel, Emmanuel Macron, en Conseil des ministres hier, a pris 3 cibles en quelque sorte, mais la première, c'était les arguments d'Elisabeth Borne contre le Rassemblement national. Elisabeth Borne, dimanche, avait dit que le parti était héritier de Pétain, porteur, selon elle, d'une idéologie dangereuse. Le combat contre l'extrême droite ne passe pas par des arguments moraux, aurait dit Emmanuel Macron hier. C'est ce que ses proches ont fait savoir à toutes les rédactions de France. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. Le Figaro dit que le président a été extrêmement sec en recadrant Elisabeth Borne. Alors déjà, j'observe qu'il a besoin de recadrer Elisabeth Borne, ce qui en dit quand même long sur le couple de l'exécutif, comme on dit, qui montre qu'on a une majorité qui est fragilisée. Deuxièmement, je sais pas très bien pourquoi il fait ça. Manifestement, en plus, il veut le faire savoir. Parce que si, en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'extrême droite, c'est plus l'extrême droite. Voilà, c'est qu'elle ne s'assoit plus sur des origines qu'on connaît, qui sont celles effectivement qui ont. Alors il dit pas, faut être très précis. Hein. Il dit pas, c'est pas l'héritier de Pétain. Il dit c'est pas un bon argument. Il dit c'est pas une bonne manière de contrer le RN et ce sont des arguments des années 90. J'ai lu le verbatim. J'ai lu un peu plus que ça. Voilà, j'ai lu un peu plus que ça. Et c'est quoi, il légitime le RN pour vous? Je dis pas qu'il légitime le RN, mais il fait ce que fait la politique de ce gouvernement depuis un certain moment. Il banalise les idées du RN. Ça, oui, sans arrêt. D'ailleurs, regardez, c'est Monsieur Dussopt, je crois, qui expliquait que voilà, le RN finalement, le LFI, France Insoumise, était finalement pire que le Rassemblement national. Donc il banalise, en nous attaquant il banalise souvent le Rassemblement national. Et si Emmanuel Macron fait ça, je ne peux pas, moi, m'empêcher de penser qu'il a envoyé comme ça des signaux depuis quelque temps, reprenant les propos de Maurras, expliquant que réhabilitant Pétain d'une certaine manière. Bon, et moi je sais pas jusqu'où ça va, parce que si... Ça veut dire quoi, je sais pas jusqu'où ça va? Je vais vous expliquer. Si vous décidez que le Rassemblement national devient fréquentable, vous le banalisez. Vous expliquez qu'il n'est pas l'héritier d'une longue tradition de l'extrême droite, mais pourquoi pas d'alliance avec lui? Quel est aujourd'hui la limite vis-à-vis du Rassemblement national? La stratégie d'Emmanuel Macron. J'en sais rien, il faut lui poser la question, parce que là ça devient concordant. Et comme, contrairement à ce qu'on dit, la majorité vote plus de textes avec le Rassemblement national que le Rassemblement national n'appuie de textes qui sont issus de la gauche. Je dis ça parce que nous ne votons jamais de textes qui sont proposés par le Rassemblement national. Au fond, vous dites si la majorité, c'est peut-être préparer les choses pour qu'il y ait une alliance Macron-RN. En tout cas, je ne sais, manifestement, il envoie des signaux, moi, qui me laissent perplexe. Encore une fois, au niveau des élections législatives, par exemple, il n'y a pas eu une seule consigne simplement de ne pas mettre un bulletin de vote Rassemblement national quand un candidat du Rassemblement national était face à un candidat de la NUPES, alors que l'inverse, ce n'est pas vrai. Donc voilà, ils sont en train de casser des murs qui existaient depuis longtemps, notamment que Jacques Chirac avait établi très clairement. Elisabeth Borne, elle l'avait rétabli. Oui, mais Emmanuel Macron, manifestement, n'a pas cette même optique. Et donc, comme d'un autre côté, il y a ce que j'appelle une droitisation de ce pouvoir sur bien des aspects, vous me permettrez de m'inquiéter. Éric Coquerel, il y a une autre personne qui s'est pris un scud, comme on dit, du président en Conseil des ministres hier. C'est Justine Triet qui a gagné donc la Palme d'Or, qui s'était exprimée en direct en disant qu'il y avait eu cette contestation extrêmement puissante contre la réforme des retraites. Elle avait dit ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines, socialement, mais aussi dans toutes les autres sphères de la société. Le cinéma n'y échappe pas. Et voilà ce que lui répond Emmanuel Macron. Pour une fois qu'on gagne quelque chose, si on pouvait éviter de tout gâcher et d'attenter à l'image de la France à l'international. Voilà, pour une fois qu'on gagne quelque chose, je suis étonné qu'Emmanuel Macron ait toujours pas tweeté sur le fait que c'était la 3e Palme d'Or pour une réalisatrice, la 2e Palme d'Or pour une réalisatrice française, qu'il y a longtemps qu'il n'y avait pas une Palme d'Or pour une réalisatrice française, et qu'il n'a toujours pas tweeté là-dessus. Et que sa ministre de la Culture, au lieu de célébrer en priorité ça, a cru bon déclencher une polémique parce qu'elle n'a pas apprécié, c'est quand même, vous admettrez avec moi, une tradition quand même qui se fait, qu'une artiste dise tout le mal qu'elle pense de la politique du gouvernement, bon, qui est à la fois une question de liberté d'expression, et ils l'ont fait de la manière la pire en plus. On est comme si quelque part l'argent public... Et en même temps sur le fond, l'argent public, on peut pas dire. C'est-à-dire quand Justine Triet dit la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Vous êtes président de la commission des finances, vous savez bien qu'il y a beaucoup de nos finances qui vont notamment pour le cinéma. Vous vous trompez, c'est pas des finances publiques qui vont au cinéma, c'est le CNC. Qu'est-ce que c'est que le CNC? Ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour faire en sorte que sur chaque entrée du cinéma, c'est-à-dire ce qui est produit en réalité par le monde du cinéma, par les travailleurs du cinéma... Donc pour vous, la ministre de l'Agriculture aurait dû juste
tout ça soit mis dans une collecte qui permet justement qu'on n'ait pas seulement des films américains. Donc c'est pas l'argent public et c'est encore moins l'argent de ce gouvernement où on a l'impression que c'est lui qui met l'argent et que du coup il suffirait parce qu'il met l'argent qu'on se taise en face de lui. Ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable. Et moi, je pense que oui, il y a des tentatives. Si vous regardez bien les budgets de la culture qui sont sans arrêt en baisse, si vous regardez bien ce qui est fait au niveau des plateformes, si vous regardez bien certaines déclarations, je pense notamment à Robert Berger, eh bien, il y a des tentatives d'en finir avec l'exception française. Rick Coquerel est un ardent défenseur de la souveraineté nationale et il ne manque pas de critiquer la politique européenne de Macron qu'il juge trop alignée sur les intérêts économiques et financiers au détriment de la France. Le député insoumis exprime sa profonde inquiétude face à la réduction des financements pour la culture et la préservation du patrimoine, appelant à une protection renforcée des arts et de l'histoire française. Coquerel reproche également à Macron de ne pas agir suffisamment contre le changement climatique, estimant que les mesures prises sont loin d'être à la hauteur de l'urgence écologique. Il s'alarme aussi de la centralisation du pouvoir sous la présidence de Macron, qu'il accuse de gouverner de manière autoritaire en contournant parfois le Parlement. En matière de politique étrangère, Coquerel critique l'approche de Macron vis-à-vis de l'Union européenne et des relations internationales, plaidant pour une diplomatie plus indépendante, moins soumise aux intérêts économiques.